bibliothèque, je fais mon Confiteor et j'avoue qu'il y a des continents entiers qui ne figurent pas dans ma bibliothèque. C'est une commande, les éditions du Seuil m'ont dit « Oh, on aimerait bien que tu nous décrives ta bibliothèque ». J'ai fait le décompte et je me suis rendu compte qu'on était à fond du côté justement de l'Allemagne, de la Russie, du monde slave. Si on était en Orient, c'était l'Asie, enfin l'Orient comme la mer d'Aral, le Kazakhstan, parce que j'ai écrit un roman là-dessus, ou un peu plus loin l'Iran encore, mais il n'y a rien, ou alors il y a un petit peu le Maghreb, mais à peine, il n'y a rien sur l'Afrique noire, il n'y a rien sur l'Extrême-Orient comme la Chine, j'ai l'Amérique, mais du Nord seulement, et la côte Est, et l'Amérique du Sud, il n'y a rien, c'est juste la honte, vous voyez. Et c'est vrai que mes fantasmes et mes outils de comparaison, et pour mieux comprendre le monde et moi-même, je les trouve, ces outils, sur ces territoires-là. C'est vrai que c'est très circonscrit. Et c'est vrai que je suis très attirée par Prague, Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un nouveau roman. L'un des héros, c'est Franz Kafka. Et donc, je suis complètement du côté du monde slave. Et puis, j'adore Dostoïevski, qui est plus slave que russe encore. À la différence de Tolstoï. Donc, c'est mon ADN, ça, oui. Il y a plein de choses. Est-ce que vous pensez vraiment que le mariage, ça peut être une barrière? Que le langage, ça peut être une barrière, comme vous l'avez dit? Alors, c'est avant tout quelque chose qui nous lie, hein, qui nous fait qu'on peut se rejoindre. C'est l'absence de langage qui crée des barrières. Comment voulez-vous que le malentendu ne s'installe pas si on ne se comprend pas? Ce qui est merveilleux avec le langage, c'est de disposer d'une langue commune, pas la langue des précieuses ridicules, hein, avec des pompons, des rubans, des bannières. Non, juste une syntaxe, un lexique, une grammaire commune, afin qu'on puisse se parler, se comprendre, et qu'on puisse lancer sa pensée vers l'autre, l'inquiétant étranger, celui qu'on n'aime pas, a priori, mais qu'on va pouvoir rencontrer, parce que lui, comme nous, on aura les moyens de se comprendre. Hein. Alors après, il y a des problèmes de pays différents, et d'alphabets différents, et de langues différentes, mais là, je parle même à l'échelle de la France et de la langue française, et de tous les ghettos linguistiques qu'il peut y avoir dans notre pays. Les problèmes qu'il y a en ce moment, il y a un peu une révolution en France, hein, en ce moment, sont dus à une misère qui est avant tout linguistique, j'en suis absolument persuadée. Elle est économique, bien sûr, il ne faut pas la négliger, il y a beaucoup de progrès à faire. Mais ces gens qui sont si remontés, si malheureux, si en colère, c'est parce qu'ils n'ont pas les mots. Et ils en veulent à une élite de ne pas leur avoir donné les mots pour pouvoir justement dire tout ce qu'ils avaient à dire. Et est-ce que vous avez remarqué à quel point, justement, il n'y a pas de leader charismatique, il n'y a pas de porte-voix, il n'y a pas... En 68, quand il y a eu la révolution de mai 68, il y avait des leaders charismatiques. Il y avait Alain Gesmar, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault. Là, il n'y a pas ça. Ça veut dire quelque chose. On va faire de la politique ici, puis je ne maîtrise pas assez le sujet, je déteste parler de ce que je ne connais pas. Je déteste ça, c'est du bluff et c'est malhonnête. Mais oui, bien sûr, que le manque de mots, c'est une barrière, c'est une misère, c'est de la colère, et je crois qu'on pourrait très bien comprendre ce qui se passe en ce moment en France si on réfléchissait dans ce sens-là. J'en suis persuadée. J'ai deux questions. La première, quand vous avez évoqué, j'ai pas lu votre dernier roman, mais vous m'avez fait penser à Théorème de Pasolini. Ah, avec la question de l'hermaphrodisme, enfin, je ne sais pas s'il y a une influence, mais moi j'ai vu... alors Théorème, alors Pasolini m'influence beaucoup. Cette œuvre-là m'a plus influencée pour une pièce de théâtre que j'ai écrite. Évidemment, je crois qu'en matière de création littéraire, tout n'est que réécriture et je n'invente absolument rien. Je trimballe ma bibliothèque avec moi, je la passe au tamis de ma propre écriture, de ma propre conscience, de mes propres pulsions, et je fais quelque chose de cette bibliothèque. Et évidemment, Pasolini est passé dans ma prose, c'est sûr. C'est
En tout cas, il m'a beaucoup influencé. J'en ai tout à fait conscience pour d'autres livres que je pourrais nommer. Celui-ci, peut-être un peu moins, c'est plus le Balzac, le Séraphitus Sérapita dont je vous parlais tout à l'heure. Mais effectivement, ces figures du double, du trouble, de l'ambiguïté sexuée m'intéressent parce qu'elles me semblent être de merveilleuses métaphores de ce qu'on est. Parce que je crois qu'ici, si on faisait un test, si on avait le temps de parler avec tout le monde, on se rendrait compte que personne n'est complètement clair, évidemment, et c'est ça qui est passionnant. Personne ne peut se réduire à une étiquette, à une définition. Et le drame de nos vies, c'est qu'on nous demande d'être dans des cases, évidemment, sinon on ne s'en sortirait plus. Hein, dans des moules. Là, vous allez devoir passer un examen. Il va falloir obéir aux règles, sinon vous n'aurez pas votre bac. Mais vous savez bien que l'humain et la vie, et c'est au-delà de tout ça. Mais on ne peut pas vivre non plus sans ces normes-là. Mais en tout cas, voilà, ces figures de l'hermaphrodite, de l'androgyne m'intéressent parce qu'elles disent notre complexité, notre humaine condition, qui est, comme le disait Montaigne, très chancelante. Le monde est une branloire pérenne, hein, pour parler comme Montaigne. Et les hommes qui sont à la surface de la Terre s'agitent tout autant qu'elles, hein, dans leur identité et dans leur personne. Alors, j'avais une autre question. C'est, donc, vous disiez que dans votre livre, Bénédicte, elle avait une certaine forme androgyne, et surtout pour souligner son caractère qui n'était pas complètement blanc ou complètement noir. Mais est-ce que vous parlez également de, comme dans les cultures antiques, de la beauté dans l'androgyne? Oui. Oui, et j'en parle parce que moi je suis... Alors ça c'est mon problème personnel, hein, j'ai une fascination même plastique, esthétique, hein, pour cette figure que je trouve belle. Moi je suis comme une midinette, depuis que je suis tout petit comme ça, amoureuse de David Bowie. Et d'ailleurs le livre, j'ai commencé à l'écrire le matin, on était le 11 janvier, parce qu'à Manhattan on était encore le 10, hein. Il est officiellement mort le 10 janvier 2016, mais moi, à 8h du match, à France Culture, David Bowie est mort. Ah, on était le 11 janvier en France, à l'heure de Paris 2016, et j'ai eu tellement de chagrin, parce que c'était mon enfance, c'était plein de beaux souvenirs avec mes parents. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut transformer cette saloperie de tristesse en quelque chose de positif, et j'ai enclenché l'écriture de Bénédicte. Le début du roman, c'est la mort de Bowie, qui est donc une figure très androgyne, vous le savez, que moi je trouve très belle. Et Bénédicte l'Aude est belle, mais avec un physique assez particulier. Un physique qui rend un peu fou. Voilà. Mais l'androgyne dans le texte décadent que j'ai étudié aussi, c'était un corps, bien sûr, qui faisait peur, qui était inquiétant, mais, et là, c'est pas dans le texte décadent, c'est ce que dit Virginia Woolf, la grande romancière anglaise du XXe siècle, début du XXe, dans un livre qui s'appelle Une chambre à soi. Elle dit que le génie est nécessairement androgyne, et Bowie aurait été d'accord avec ça. Elle pense que quand on est un écrivain, on doit nécessairement être homme et femme quand on crée, parce qu'elle, en tant que femme, elle est femme, elle le sait, elle n'a jamais dit le contraire, quand elle écrit une fiction, elle doit faire l'expérience de l'altérité. C'est-à-dire qu'elle doit se glisser dans la peau d'un homme à un moment donné. S'il y a un personnage qui est un garçon, il faudra que Virginia Woolf, elle respire, elle ressente comme un homme. Et elle le fait très bien. Et son plus grand roman, c'est un roman qui s'appelle Orlando, et le personnage est androgyne. C'est un personnage qui traverse les siècles. On est du temps de Shakespeare au temps de Virginia Woolf, au XXe siècle, donc du début du XVIIe au XXe, et de siècle en siècle, Orlando aussi. Un coup un garçon, un coup une fille. Là, c'est carrément de la littérature fantastique, c'est sublime, c'est à tomber. Lisez Orlando de Virginia Woolf, et personnellement, en tant qu'écrivain femme, il n'y a rien de plus excitant quand j'écris que de m'imaginer ce que ce serait si j'étais un garçon, quand il va falloir que je donne la parole à un mec. Et très souvent, mes narrateurs, mes personnages principaux sont des hommes. J'adore, on peut se payer ce luxe-là.
Voilà, et donc pour Virginia Woolf, l'androgyne, c'est pas... on s'en fout du corps, non, c'est l'esprit, c'est l'âme qui est androgyne parce que c'est une expression du génie, nécessairement. Et Baudelaire le dit aussi dans les paradis artificiels. Le génie doit être double, avoir en lui une forme d'androgénéité d'esprit. Il invente un néologisme à ce moment-là. C'est une très belle figure. La décadence l'a un peu abîmée. La littérature décadente porte bien son nom. C'est fin 19e siècle. On ne l'étudie pas trop au lycée, pour plein de raisons. C'est pas un livre, c'est un courant littéraire qui regroupe des auteurs très sulfureux, parce que c'est souvent des thèmes un peu scandaleux. Il y a Eros et Thanatos, l'amour, la mort sont très liés. C'est des textes souvent qui blasphèment pas mal. Les décadents sont souvent de l'engeance catholique, mais adorent reprendre les textes sacrés et les retourner. Ils sont dans le scandale, forcément. Donc, c'est... Voilà. Et puis, c'est aussi une littérature extrêmement riche, avec beaucoup d'intertextualité, beaucoup de références au grec, au latin, à la littérature classique qu'il s'agit de déconstruire. Mais bon, la déconstruction, on ne la comprend pas si on ne sait pas ce que c'est que la construction. Et c'est donc une littérature qui est du travail d'orfèvre. Le grand roman décadent, c'est À rebours de Joris Carl Huysmans. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Ou alors vous lisez Les Diaboliques de Barbey de Revilly. Mais c'est une langue qui est très difficile, parce qu'en fait c'est un peu un club. Les auteurs décadents sont des auteurs qui détestent Zola, le roman naturaliste, le roman feuilleton, pour le peuple germinal, tout ça. C'est pas juste, hein, mais bon. Et donc eux, ils vont trier un peu les lecteurs sur le volet en écrivant des textes très difficiles, avec un vocabulaire de foufou. Et c'est pour ça qu'en général, on n'étudie pas ça trop au lycée. Déjà parce qu'il y a des thèmes un peu chocs, et je ne vous ai pas tout dit, mais en plus parce que c'est dur à lire. Voilà. Donc en général, je dis ça pour donner envie. C'est comme à mes élèves, je leur dis, ne lisez surtout pas Sade. D'ailleurs, je marque de Sade. D'ailleurs, que j'aime pas beaucoup, faut que je le dise. Mais d'ailleurs, Pasolini, lui, avait repris Sade dans un film que je déteste, pour le coup, que j'ai jamais pu voir. C'est Salon, ça s'appelle, c'est la reprise des 120 journées de Sodome de Sade. Je n'aime pas ce livre, c'est insoutenable. Et le film, avec tout le respect que j'ai pour Pasolini, je n'ai jamais réussi. Ça ne m'intéresse pas tellement. Il y a d'autres choses de Pasolini. Mais mon personnage n'est pas un personnage décadent. Il est plus romantique, comme la Séraphitus Séraphita de Balzac. J'en suis revenue de la littérature décadente. C'était une époque. Alors, est-ce que vous avez une dernière question? Sinon, il va falloir qu'on libère l'amphithéâtre. Déjà. Après, Madame Lyon, à mon mail, s'il y a des élèves qui n'annoncent pas, ils sont fatigués, vous êtes en fin de journée, mais vous pensez à une petite question, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous m'écrivez, je vous ferai un petit mot. On va